Super, c'est parti. Je vous laisse regarder. La scierie Tarteret est une entreprise de première transformation. On est une scierie qui passons à peu près 95% de chêne avec un volume annuel d'environ 20 000 m3 par an. On est situé à Estissac, à côté de Troyes, dans le Grand Est. Malheureusement, les scieries n'ont pas beaucoup évolué depuis de nombreuses années et on avait vraiment la nécessité d'avancer, de faire un pas dans le numérique, d'autant plus que la matière première est de plus en plus rare et de plus en plus chère. Donc il y avait vraiment une nécessité d'évoluer dans ce sens. La toute dernière innovation, c'est l'installation d'une intelligence artificielle avec un outil d'aide à la décision dans le choix des découpes pour les opérateurs. Ce projet a été mis en place en plusieurs étapes. On a tout d'abord fait de la preuve de concept avec un partenariat avec le CEA. On a eu un ingénieur de recherche qui a été mobilisé pendant 2 ans dans notre entreprise pour voir si ce projet était réalisable ou non. À la suite de ça, quand on avait fait cette preuve de concept, on a contacté des intégrateurs qui ont installé des machines qui permettaient d'inscrire sur chaque planche le meilleur schéma de découpe. L'aide à la décision nous permet d'avoir une valorisation financière supérieure de 15% pour chaque planche découpée. Et on a aussi des bénéfices humains. On a des opérateurs aujourd'hui qui ont monté en compétences. Ils sont passés d'empileurs à opérateurs de ligne de production. Ils démarrent aujourd'hui des robots, ils démarrent aujourd'hui des automates qui les aident à travailler. On a aussi l'image de l'entreprise qui a évolué positivement. On reçoit désormais des candidatures spontanées de personnes qui n'auraient jamais pensé à travailler dans notre entreprise auparavant. On a rencontré de grosses difficultés parce qu'il y avait pas mal de verrous à lever, des verrous techniques et des verrous technologiques. La spécificité de notre entreprise, c'est qu'on est une scierie, donc on a des conditions d'utilisation qui sont quand même extrêmes. L'été, il fait très chaud, l'hiver, il fait très froid. On a de la sciure qui vole, on a des vibrations, on a des matériaux qui sont en cours de convoyage qui sont très lourds. Donc les conditions de mise en œuvre de l'IA étaient vraiment pas faciles à mettre en œuvre. Ce qu'on a pu apprendre, c'est que rien n'est impossible. Par contre, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes et qu'il n'existe pas de gros problèmes. En fait, les gros problèmes sont un enchevêtrement de plein de petits problèmes qu'il faut prendre les uns derrière les autres et solutionner les uns derrière les autres. C'est une sacrée aventure et aujourd'hui, ça ouvre un peu la boîte de Pandore. On a plein de nouveaux projets dans la tête. On vient d'en valider un et on sait qu'aujourd'hui, l'IA peut nous aider à énormément de choses au sein de l'entreprise pour des budgets assez réduits. Et il suffit d'avoir les ressources humaines capables de mettre ça en œuvre. Mais après, on a énormément de nouveaux projets qui peuvent apparaître. Le retour sur investissement est assez facile à calculer. On avait fait des tests avant de se lancer dans ce projet. On a une augmentation de la valorisation par le choix des découpes de 15% par an sur un volume de valorisation de 2 400 000. Ce qui fait que 15% de 2 400 000, ça fait 360 000 € par an d'amélioration de valorisation avec les mêmes machines, le même personnel et les mêmes arbres débités. BPI France nous a accompagnés, nous a rassurés, nous a mis en relation avec des professionnels pour notre entreprise, mais aussi pour le projet qu'on a suivi. Et le CETIM nous a permis de cadrer nos investissements et de nous aider dans la réalisation technique de ce projet, parce que nous, tout seuls, on n'aurait jamais pu avancer dans ce sens. Il nous fallait vraiment des professionnels pour nous aider, pour nous conseiller tout au long de la mise en œuvre de ce projet. Allez, j'aurais besoin sur scène, bien sûr, de David Vanel, que vous avez vu sur la vidéo, vous voyez, il est là. Et également Étienne Barillet. Oui, on peut l'arrêter par contre. Voilà, je m'installe à vos côtés, je vais vous présenter Étienne Barillet, directeur général de Calliope. On verra ce que vous faites tout à l'heure. Et David Vanel, qu'on a vu sur la vidéo, responsable opérationnel de la scierie Tarteret. On va remonter un petit peu le cours de l'histoire. Vous avez un micro à votre disposition, David. Ce projet d'IA pour une meilleure découpe du chêne, hein. Ça a démarré en 2021 grâce à une collaboration, j'ai entendu, avec le CEA. C'est fréquent, ce genre de collaboration. Le CEA, pour moi, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est un commissariat à l'énergie atomique. Non. Ça. Et alors là, scierie commissariat à l'énergie atomique, de prime abord, comme ça, je ne voyais pas trop le rapport. Donc le CEA, oui, effectivement, est connu approchez bien le micro, il faut le coller au menton. Le CEA est connu pour ses activités dans le nucléaire, principalement. Va vraiment falloir l'approcher. Mais développe aussi beaucoup de partenariats avec les industriels, de plus en plus. Ils ont des labos de recherche, et aujourd'hui, ils sont à la recherche de projets comme le nôtre, parce qu'ils ont les compétences. Alors non seulement on est loin du nucléaire, mais même des technologies de pointe de prime abord. Oui, mais il y a quand même des enjeux industriels qui sont réels là-dessus. Après, ils ne vont pas se lancer dans tous les projets non plus tête baissée. Il faut que les projets soient quand même éligibles. Donc il y a quand même des études qui sont faites pour voir s'ils peuvent se faire financer eux aussi par l'Agence nationale de la recherche des ingénieurs. C'est comme ça que nous, on a pu faire financer notre ingénieur qui a été recruté donc par le CEA spécifiquement pour ce projet.
il était payé par l'Agence nationale de la recherche à hauteur de 80%. Donc là, c'est le CEA qui avait fait les démarches et de recrutement et de cadrage du projet. C'est quand même vous qui avez été voir le CEA ? Oui, grâce à la CCI de l'Aube, en fait, parce que nous, le CEA, on ne savait pas du tout ce que c'était à la base. En tant que scieur, exploitant forestier, c'est pas du tout notre domaine d'activité. Donc on s'était rapproché tout simplement de la CCI. À l'époque, l'ancien conseiller de la CCI avait un doctorat aussi, mais plutôt en mathématiques, mais il connaissait un peu les différents labos de recherche et savait que le CEA cherchait des partenaires industriels pour avancer sur certains projets, en fait. Nous, on avait les connaissances techniques, eux avaient les connaissances humaines, enfin en ressources humaines. Donc là, on a pu monter ce projet. Et votre réflexion du départ, c'était de se dire que l'IA pourrait vous servir ? Alors nous, notre réflexion de départ, elle est un peu à contre-courant de ce qui se fait en ce moment. On a eu pas mal de modèles de confrères qui, pour augmenter leur activité, se lançaient dans des investissements pour augmenter leur capacité de production. Nous, on pensait que si on augmentait nos capacités de production, il faudrait qu'on exploite davantage de forêts, davantage d'arbres. Et aujourd'hui, même si le bois est un matériau renouvelable, il n'est pas non plus inépuisable et on ne peut pas couper plus que ce que ça pousse en réalité. Donc la problématique pour les exploitants forestiers comme nous, c'est que si on se mettait à scier plus, il aurait fallu qu'on achète plus, qu'on exploite plus. Et si on achète plus, il va falloir le payer encore plus cher. Et au final, la marge va être réduite. Donc nous, on a pris le problème à l'envers. On s'est dit, avec l'existant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour garder nos machines, qui fonctionnent d'ailleurs très très bien. Faire mieux avec l'existant, finalement, c'est ça. Et travailler en gros avec le bon sens paysan et se servir de l'IA pour rationaliser et nos coûts et nos flux et surtout rationaliser la matière et optimiser au mieux la matière qui va passer sur la scie. Alors au départ, donc, vous avez bénéficié de la présence d'un ingénieur durant 2 ans, financé comme vous l'avez déjà évoqué. Et puis derrière, il a fallu passer à la phase industrialisation, j'allais dire. Là aussi, vous avez bénéficié d'un soutien. Hein. Alors oui, il y a eu plusieurs étapes. Hein. Le CEA a fait ce qu'on appelle la preuve de concept. Ils nous ont donné des livrables au fur et à mesure de l'avancée dans le projet pour prouver que dans un environnement industriel comme la Syrie, on était capable, avec des caméras toutes simples, de détecter au fur et à mesure du passage des planches l'intégralité des singularités présentes sur ces planches et de lancer un algorithme d'optimisation pour proposer le meilleur schéma de découpe. Donc on avait réussi à prouver ça sur le programme de 2 ans. À la suite de ça, on est retourné voir la région Grand Est pour leur dire, bon bah maintenant on est capable de le faire, comment on pourrait matérialiser sur ces planches le meilleur schéma de découpe. Donc on a monté un projet, on a été accompagné, on a eu un gros financement avec un FEADER et on a développé des prototypes. FEADER, c'est l'Europe. Le FEADER, oui. Ah, FEADER. Pour agricole, parce qu'on est en Syrie agricole, donc c'est la partie agricole des fonds européens qui nous ont financés. On a été financé à 90% pour fabriquer et développer des imprimantes sur bois qui arrivent à reconnaître les planches qui viennent d'être optimisées par notre logiciel d'IA. Ils reconnaissent les planches et ils viennent imprimer en temps réel le schéma de découpe pour que les opérateurs en place, entre guillemets, n'aient plus qu'à repasser sur les traits et valider ou non le choix que l'algorithme aura proposé en fonction de ce qu'il aura détecté. Qu'est-ce que ça vous inspire, Étienne ? Avec un micro, voilà. Ce que ça m'inspire, c'est que il y a des potentiels énormes. Ce que je trouve très très intéressant dans cet exemple, on en parlait ce matin dans la plénière, Olivier, c'est on n'a pas besoin de courir systématiquement après du toujours plus de volume, toujours plus de volume. Il y a des choses intelligentes à faire en France avec à ISO équipement ou quasi ISO équipement. Ils ont upgradé. Ils ont amélioré de l'équipement existant sans avoir à faire des investissements colossaux sur une nouvelle série. Et en faisant ça, on arrive à mieux optimiser la ressource. On est sur des choses qui sont complètement vertueuses. On est sur des choses qui préservent l'emploi, qui améliorent la compétitivité de l'entreprise et qui, en plus, sont dans le cadre, je dirais, des limites de ce que la planète peut nous fournir. Au-delà de la planète, c'est un peu le soleil aussi quand même qui fournit du bois quelque part. Et c'est très très intéressant de voir ce genre de démarche. Dans la vidéo, vous expliquez, David, que grâce à l'IA et une meilleure découpe et valorisation du bois, j'ai noté, vos gains financiers ont augmenté de l'ordre de 15%, si j'ai bien compris, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. En fait, la spécificité dans le énorme, chêne... 15%. Par rapport au résineux, le chêne, on a des rapports de prix entre les différentes qualités qui peuvent aller de 1 à 20. En gros, on peut très bien avoir des planches à palette qui valent 100 € du mètre cube, si on veut imaginer ça comme ça, jusqu'à 2000 €.
Donc en fait, en fonction des singularités présentes sur les planches et en fonction du choix de l'opérateur dans la découpe ou non de ces singularités, savoir est-ce qu'il les inclut dans la planche pour en faire une plus grande mais moins chère, est-ce qu'il les enlève pour faire une planche plus chère mais plus petite. En gros, ces rapports de prix sont énormes et la rentabilité de l'entreprise dans le chêne ne tient pas à la vitesse de sciage mais tient au choix des opérateurs. Donc en fait, ça peut aller très très vite. On a fait des simulations avant de se lancer dans le projet pour voir ce qu'on pouvait gagner. Donc on a sorti de production des planches sans le dire aux opérateurs. On a regardé ces planches pendant 1 heure, 2 heures, en se cassant la tête pour dire comment il fallait les optimiser. On les a remises en production, ces planches, on les a tracées et on a regardé la différence de valorisation entre ce que nous, on estimait faire de mieux, ce qui n'est même pas encore l'IA, et ce qui s'est passé réellement. Et en fait, on se rend compte que dans le contexte de production, les opérateurs n'ont malheureusement pas le temps, ce qui se comprend, parce que les planches arrivent les unes derrière les autres. Ils n'ont pas les combinaisons mathématiques, ils n'ont pas les prix de vente, ils ne connaissent pas les coûts de transformation, donc ils ne peuvent vraiment pas avoir la meilleure solution dans le choix des découpes. Ils travaillent comme ils peuvent, avec leur bon sens, avec leur courage, mais ils n'ont pas des capacités d'une carte graphique pour faire des dizaines de milliers de calculs à la seconde qui permettent d'optimiser au mieux. Donc quand on a fait cette différence de valorisation, on obtenait 15% sur les échantillons qui ont été réalisés. Ouais. Concrètement, comment on s'y prend? Alors, on a bien compris que c'était un logiciel, une application, etc. Mais c'est quoi? C'est des caméras qui... c'est ça? Alors, quand on s'est lancé dans ce projet, au tout début, on était encore sorti de Covid. Donc, pour obtenir des caméras industrielles, ils nous annonçaient à l'époque plus de 50 semaines de délai, mais sur un projet de 2 ans. Donc, on s'est gratté la tête, on s'est dit comment on va faire. Et avec l'ingénieur de recherche, on s'est dit, bon, pourquoi on n'essaierait pas avec des GoPro? Oui, détournement d'usage. Clairement, ouais. Donc, en fait, on a monté des GoPro au-dessus de la ligne de production, fixés sur des pieds métalliques. Et on a entraîné ces GoPro avec des réseaux de neurones open source, c'est des YOLO. Et donc, on a fait des dizaines de milliers d'images. On a fait des annotations de ces images. Et la GoPro a le bon goût d'être très résistante, d'avoir des qualités d'image qui sont largement suffisantes par rapport à ce que nous, on a besoin de voir. On a besoin de voir du nœud, de l'aubier, des trous, tout un tas de singularités qui existent, mais qui sont largement détectables avec ces GoPro. Donc en fait, on est parti là-dessus et on est passé de caméras industrielles à 4 000 € avec 50 semaines de délai à des GoPro à 300 € livrés dans la semaine. Et en fait, on est resté là-dessus. Et vos chutes, elles ont diminué de combien en fait? Alors les chutes, pas tant que ça. Pas tant que ça en fait. C'est parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand on scie des planches, on scie en réalité des rectangles dans un rond. La grume est toujours ronde et les planches qu'on va faire sont toujours rectangulaires. Donc à un moment donné, le rendement matière va finir par plafonner. C'est plus le rendement économique et la valorisation financière de ce qui sort avec le même bois qui va évoluer. Les 15% viennent vraiment de l'augmentation de valorisation. Depuis de l'arrivée de l'IA chez vous, est-ce que vous avez constaté, vous êtes une scierie, je rappelle, est-ce que vous avez constaté une sorte de changement de regard de la part de vos fournisseurs, de vos clients, pourquoi pas de votre banquier? Alors les banques, non, c'est pas à la mode. Ils ne changent jamais trop de regard. Bon, on n'est pas trop embêté avec, on a encore pas mal de si chance. vous leur apportez en plus 15% Non, de bénéfices supplémentaires, ou de chiffre d'affaires plutôt, c'est pas mal. Surtout vis-à-vis de l'environnement et du personnel qu'on pourra rencontrer. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de gens qui postulent chez nous. On a des jeunes ingénieurs qui postulent, on a des apprentis en master qui postulent. Ça doit vous surprendre parce que je pense qu'ils ne seraient jamais venus dans la scierie, enfin dans le monde de la scierie auparavant. Ils n'auraient jamais pensé. Et on a republié des annonces pour d'autres projets là, dans la suite de ce projet-là. On a des profils qui se sont présentés extrêmement intéressants. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on ait des gens aussi compétents qui veuillent venir, en plus dans l'Aube, c'est pas les régions les plus attractives de France. Et pourtant, sur ce genre de projet, on arrive à avoir aujourd'hui des profils très très intéressants et très compétents. On a vraiment des jeunes talents en France. On va s'intéresser à ce que fait Étienne Barillier, DG de Calliope. On va changer un peu d'univers là. Oui. Ouais, on va un peu changer d'univers. Alors, un peu parce que fondamentalement, nos clients ressemblent à l'exemple qui vient de nous être donné. Vous faites quoi et qui sont vos clients? Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Calliope? Chez Calliope, on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Odyssée Environnement. Odyssée Environnement est un spécialiste du traitement de l'eau et on est leur pôle d'expertise sur l'acquisition de données, l'exploitation de ces données et leur valorisation. On a pour ça 2 grands axes de travail. Le premier qui est la performance énergétique des entreprises, des industries.
Et le deuxième qui est le suivi des process hydriques pour notamment améliorer la performance hydrique des entreprises. Alors, notre métier, ça va être finalement d'aller travailler avec les clients pour améliorer le plan de comptage, qu'il soit énergétique ou qu'il soit hydrique, de mettre en place ces dispositifs, soit pour compter, ou s'ils existent déjà, simplement pour relever les éléments de comptage, agglomérer les données, les valoriser avec des outils qui vont nous permettre de faire du tableau de bord, de faire de l'alerte, etc. Et finalement, quelque part, révéler aux clients utilisateurs, révéler à l'industriel ce qu'il consomme comme énergie, comme eau, quand est-ce qu'il le consomme, pourquoi, et là, ça va lui permettre d'accéder à des leviers d'optimisation. Alors, et on le fait sans IA chez nous. Alors justement, voilà, c'est quoi? Ce sont simplement des applications informatiques, des programmes que vous mettez en place. Ouais, c'est simplement ça, effectivement. Ah, oui, le simplement est peut-être un peu trop modeste. Sourire, mais c'est vrai que c'est fondamentalement, quand on le regarde, c'est pas si compliqué que ça. C'est d'aller relever des compteurs d'eau, d'aller relever des compteurs d'énergie, des compteurs de gaz, de chaleur, etc. Ce qui paraît logique. Ce qui paraît logique. Pour autant, tout le monde ne le fait pas. Non, parce que ça a été, d'ailleurs, le nom qu'on utilise en industrie, c'est des utilités. Les utilités, ça se prend. Voilà. Et avant que Poutine décide de faire des siennes en Ukraine, l'énergie, on allait s'en occuper quand on aurait le temps. C'était pas l'urgence absolue. Depuis 2022, ça a bien changé quand même. Depuis que l'empreinte carbone est passée du bureau du HSE au bureau du DAF, je peux vous assurer que ça a sérieusement changé quand même la vision des choses sur la partie énergétique. Sur la partie hydrique, c'est essentiellement la pression, les arrêtés préfectoraux qui obligent les entreprises à s'y intéresser. Et une fois qu'on a dit il faut s'améliorer, il y a un moment, il faut savoir quoi faire. Et pour savoir quoi faire, c'est assez basique, mais il faut avoir les éléments. Il faut pouvoir décomposer sa consommation. Il faut savoir à quel moment on l'utilise, pourquoi faire. Et quand déjà on a ces éléments... C'est du monitoring, il faut mesurer. C'est du monitoring. C'est du monitoring, c'est du dashboarding, on va prendre plein de mots en ink, ça fait très classe. C'est de l'alerting, ça c'est quand on dépasse les indicateurs. Et quand on a ces éléments-là, alors on peut rentrer dans des démarches d'amélioration. Ce qu'on voit, c'est que les premiers pas sont souvent, alors sur des éléments bien précis, sont souvent assez importants. Simplement, David parlait de bon sens paysan tout à l'heure. Avec beaucoup de bon sens, on est déjà capable de faire beaucoup. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été vraiment optimisé dans le passé. Nous, on a des exemples d'industriels qui, sur leur fonction froid, par exemple, sur des groupes froids, avec zéro investissement, et ils ont un vieux groupe froid en l'occurrence, mais en réfléchissant sur le pourquoi j'utilise mon froid à ce moment-là, comment est-ce que je le fais, on gagnait 30% sur la consommation annuelle. Pas d'invest, ils n'ont pas changé le groupe, ils se sont simplement posé la question, ils ont trouvé des réponses pour se dire, mais en fait, je peux peut-être organiser ma production autrement. Et ils l'ont fait, c'est pas du peut-être. Ils ont organisé leur prod autrement et ils ont baissé leur consommation de froid de 30%. Et vous, avec les solutions que vous proposez à vos clients, il y a là aussi des grosses réductions de consommation parce que derrière, on améliore le process. Ouais. Alors, c'est grâce à ces solutions-là, en fait, qu'ils l'ont vu. On vend, nous, des solutions. Alors, il y a le hardware, il y a l'équipement, il y a la plateforme. Il y a aussi l'accompagnement du client. Alors, pas un accompagnement de bureau d'études énergétiques ou hydriques, c'est pas notre job. Vous voulez dire un accompagnement sur le terrain? Un accompagnement sur le terrain où on va faire des points avec lui. Vous allez dans les ateliers? Dans les ateliers, on va regarder les consos, on va se poser des questions avec les responsables techniques. C'est souvent là, dans les process, que sont les solutions, sur finalement le pourquoi tu fais ça, comment est-ce que tu le fais, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et c'est dans cette notion d'usage de la solution qu'on va trouver des pistes pertinentes que le client, c'est pas nous qui les trouvons, nous on pose des questions, lui il trouve les réponses. C'est assez confortable, il faut juste savoir bien poser les questions. Et là, il y a des pistes intéressantes qui arrivent. Sans IA, vous n'y pensez pas? Vous n'en avez pas besoin? Alors si, on y pense. Ça vous fait peur? Non, c'est pas que ça nous fait peur. Non, l'IA, on est en train d'y travailler sérieusement, notamment depuis qu'on a intégré le groupe Odyssée. Parce qu'il y a des choses qui, à un moment, échappent au bon sens paysan.
Il y a des moments, il y a même des choses qui peuvent être contre-intuitives et il y a besoin de puissance de calcul. David l'expliquait, de la rapidité, etc. Ça, l'IA sait faire. Elle sait très bien faire. Quand on a de la masse de data, elle va savoir faire. Mais il faut avoir de la masse de data, il faut aussi avoir de l'apprentissage. Vous devez en avoir de la masse de data quand même. On commence à avoir un petit peu de masse de data. Ouais, j'imagine. Ouais. Et avec le groupe Odyssée, on a beaucoup d'améliorations sur l'eau. L'IA est intéressante, notamment quand il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas. Nous, on a amené des solutions avec de l'IA chez un gros industriel régional, ici, là, pour qui le méthane est une matière première et qui avait des variations de rendement de l'ordre de 20% inexpliquées. Je peux vous assurer que quand vous êtes une usine Céveso, vous êtes monitoré dans tous les sens. Donc s'ils n'arrivaient pas à comprendre le pourquoi du comment ils avaient ces grosses variations, c'est que c'était compliqué. Et là, l'IA a de l'intérêt parce que l'IA va aller chercher des éléments et a le temps, non, mais enfin la puissance de calcul d'aller faire toutes les itérations que nous, on n'aurait absolument pas le temps d'aller voir. Et là, il y a un gros intérêt et nous, on est évidemment en train de le développer avec le groupe Odyssée. David, sur l'usage de l'IA à l'heure actuelle, j'entends. Est-ce que vous avez le sentiment que ce que vous avez déjà réussi à faire, ces fameux 15%, vous allez encore pouvoir l'augmenter? L'IA va progresser avec vous? Est-ce que vous la voyez même progresser de jour en jour? Alors, l'IA, on peut en mettre partout, en fait. Les 15%, à un moment donné, on va finir par plafonner parce que c'est les tarifs commerciaux, c'est les tarifs de marché qui vont faire que la rentabilité. Les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel, c'est ce qu'on a l'habitude de dire en forêt. Mais après, de l'IA, on peut en mettre partout. C'est un outil de travail, mais qui ne sert pas que pour une application. En fait, c'est un support qui se développe, qui peut être développé sur mesure, indépendamment des... On peut en mettre dans les rendements matière, on peut en mettre pour optimiser des lignes de production, on peut pour faire de l'économie d'énergie. En fait, on peut en faire ce qu'on veut, en fait, mais c'est pas spécifique à une seule application, en fait. Vous mesurez, vous faites du monitoring sur toutes vos consommations. J'imagine que vous avez de la consommation d'eau, d'électricité, d'énergie, peut-être de chauffage aussi. Tout a commencé en 2022, effectivement, quand les factures sont arrivées sur le bureau du DAF. Quand on a multiplié par 4 nos consommations, enfin pas nos consommations, nos coûts électriques, oui, on y a réfléchi, on a équipé l'ensemble des chaînes de production de variateurs. Ouais. On a mis des automates aussi pour réguler un peu mieux les flux matières. On a mis des variateurs sur tous les aspirateurs aussi, parce qu'en Syrie, il faut beaucoup d'aspiration. On a installé des lignes photovoltaïques, on a rationalisé les temps de travail par rapport à la production et par rapport aux productivités. On a réussi, en gros, sur 3 ans, à baisser les consommations de 25%. À travail équivalent. C'est pas négligeable. Non, mais c'était essentiel. On va peut-être inviter nos amis à réagir, à vous poser des questions. J'espère qu'ils en ont plein. On a une dizaine de minutes devant nous. Allez, j'ai le micro dans la main. Il est à votre disposition. Il est pour vous. Vous n'avez plus qu'à réagir. Vous levez la main, je vous la porte. Voilà. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, bonjour, Alex Bellart du groupe EDF. Quel bel exemple. Mais de souvenir d'avoir travaillé dans des séries quand j'étais petit, quand on voit ce qu'on peut faire maintenant et l'optimisation qui a été faite, je me demandais, vous êtes les premiers, vous aviez déjà eu vent d'autres expérimentations de ce type-là pour cette optimisation? Sur ce type de prototype avec de la vision conventionnelle, on est les seuls à l'avoir fait. Il existe aujourd'hui des machines qui fonctionnent avec du rayon X, qui vont regarder à l'intérieur du bois certaines singularités qui sont à l'intérieur, mais plus pour les bois de structure. Comme je le disais tout à l'heure, la spécificité du chêne, c'est qu'on va classer à la surface, en fait. Les classements des planches, notamment pour la parqueterie ou à destination de menuiserie, se font uniquement en surface. Et donc ça, on peut le faire avec de la vision toute simple. Le problème des machines à rayon X, c'est qu'aujourd'hui, il y a des conditions de mise en œuvre qui ne sont pas forcément à la portée de tout le monde. Il y a quand même énormément de précautions. Il y a une fiabilité qui est verrouillée par le fournisseur, par le marchand de machines, en fait, tout simplement. Et les algorithmes qui seront entraînés par l'industriel qui va vendre la machine, mais ça ne va pas forcément correspondre à l'industriel qui va acheter cette machine. Parce que la qualité Siri Tarteret, la qualité numéro 1 ou la qualité numéro 2, ce n'est pas la qualité numéro 1 ou numéro 2 qu'on va retrouver chez notre concurrent qui est à 200 km, pas forcément. Et c'est des choses qui seront ultra verrouillées. Et quand on achète ce genre d'équipement à 3 ou 4 millions d'euros, on a des collègues qui l'ont fait. S'il faut faire des séries de réentraînement ou s'il faut modifier les paramètres, c'est impossible. Donc en fait, on se retrouve avec une machine à plusieurs millions d'euros qui est verrouillée tant que le fournisseur déciderait qu'elle est verrouillée. Aujourd'hui, on a fait un équipement sur mesure et n'importe quel ingénieur de recherche ou data scientist peut rentrer aujourd'hui dans le code, modifier les paramètres d'entrée
Donc si aujourd'hui on décide qu'un nœud de 2 cm, on l'appelle nœud de 2 cm, ok, mais si demain on dit on l'appelle pneu, on l'appelle aubier ou on l'appelle comme on veut, on change ces données-là comme on veut aujourd'hui. On peut faire des réentraînements, ça prend une petite semaine aujourd'hui avec les réseaux de neurones qui sont accessibles à tout le monde et on peut faire ce qu'on veut. Et là par contre on est les seuls à le faire. Oui, c'est bon. Le CEA qui vous a donc accompagné, qui vous a aidé, est-ce qu'il y a un retour auprès du CA au vu de l'expérience que vous avez acquise afin que cette expérimentation puisse soit passer à l'échelle, soit être réutilisée de façon industrielle? Alors aujourd'hui, on a une licence, on a négocié, quand on a mis en place ce projet, on a négocié une licence d'utilisation exclusive dans un premier temps. Donc on a une licence de 5 ans. Donc on s'est arrangé, on a un arrangement financier. Donc ça veut dire que vous pourriez vendre le procédé à d'autres, à des concurrents notamment? Mais il n'y aurait pas forcément d'intérêt en fait. Non, mais je vous pose la question quand même. On pourrait, mais il n'y a pas grand-chose de vendable parce que les images qui ont été prises sont dans le cadre de notre production. Donc en fait, il faudrait tout recommencer. N'importe quel industriel aujourd'hui peut faire exactement la même chose que nous. Non, mais on pourrait imaginer que ça soit une activité annexe, que vous créiez une sorte de start-up et que vous décidiez de commercialiser votre savoir, etc. Ça demande énormément d'énergie pour avoir déjà traversé ce désert-là une première fois. On sait que ça demande énormément d'énergie. On y est arrivé, hein, mais il faut bosser quand même. Hein. Enfin, il a fallu vraiment travailler. Et ce qu'on a fait pour nous, je ne pense pas qu'on le ferait pour les autres parce que les attentes des uns et des autres sont vraiment différentes. Et il faut être sûr que l'attente ne bouge pas au fur et à mesure du projet. C'est des choses assez sensibles. Donc quand même. Vous avez une exclue pendant 5 ans, c'est ça? Oui. Et après 5 ans? Après 5 ans, le code peut se retrouver... oui, mais après, n'importe quel exploitant ne pourra pas s'en servir en fait. Parce que les données... Ce qui coûte cher là-dedans, c'est toutes les annotations, les milliers d'images qu'on a prises dans le cadre de notre production. C'est nos nœuds, c'est nos planches, c'est notre lumière. Et si un industriel voulait faire la même chose, il devrait recommencer tout ce travail parce qu'une photo prise chez Tarteret va pas du tout avoir la même tête qu'une photo prise dans un autre environnement. Et on s'est rendu compte chez nous qu'en fonction des saisons aussi, la lumière change. Et si la lumière change, les réseaux de neurones ne détectent pas la même chose. Donc il faut avoir une amplitude d'image suffisamment importante pour que le taux de détection soit suffisant et qu'on puisse utiliser après ces annotations. Donc tout est accessible, mais n'importe quel industriel pourrait refaire exactement la même chose aujourd'hui. Allez, on poursuit. Oui, je vous en prie, Étienne. Je voudrais compléter, parce que rebondir sur ce que dit David, parce que c'est très très intéressant. On a nous souvent des clients qui nous demandent combien votre solution va nous faire gagner. Je leur dis, en fait, notre solution, c'est comme un abonnement à la salle de sport. Quand vous vous abonnez, y aller. Il faut y aller, voilà. Il faut bosser. David l'explique. Ils ont travaillé énormément, IA ou pas IA. C'est pas un patch Nicorette en fait qu'on se met sur l'épaule pour arrêter de fumer. Le numérique, l'IA, c'est pas magique. Ça vient multiplier les résultats qu'on obtient par un effort, mais il y a un moment, on n'a rien sans rien. Donc numérique, IA ou ce qu'on veut, il faut bosser, il faut mettre de la ressource humaine, il faut mettre du savoir-faire pour obtenir des résultats. Ça c'est fondamental. Et ce que dit David me fait réagir parce que trop souvent j'entends ça, combien on gagne? Vous allez gagner ce que vous allez gagner en travaillant. Nous, on vous donne un outil, à vous de bosser. Merci pour cette précision, Étienne. Allez, encore quelques questions, n'hésitez pas, vous levez la main, faites-moi un petit signe et je vous apporte le micro à votre disposition. Oh, je suis sûr que vous avez encore quelques interrogations. Oui, monsieur, merci de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Ahmed. Enchanté. Écoutez, j'aimerais savoir, vous avez parlé plutôt du coup... Vous m'entendez bien? Super. Vous avez parlé plutôt d'autres projets IA en cours actuellement. J'aimerais savoir si ça ne vous dérange pas, bien sûr, si vous pouvez aborder le sujet. Oui. Je crois que c'était la fin des échanges, je crois, mais on peut déjà en parler. Oui, allez-y, bien sûr. Aujourd'hui, on a plein de problèmes en Syrie, en fait, parce qu'on travaille un matériau qui est vivant. On est sur du non reproductible par rapport à de la robotique où on va prendre toujours une pièce A qu'on va mettre dans un endroit B, c'est toujours la même chose. Ça, c'est facile. En Syrie, quand on coupe une planche, elle n'a jamais la même longueur, elle n'a jamais le même poids, elle n'a jamais la même forme, elle ne va jamais à la même vitesse. Donc en fait, c'est vraiment la complexité dans notre métier, c'est de lisser les opérations pour permettre aux opérateurs de travailler dans les meilleures conditions. Très souvent, quand on va débiter un billon, les planches vont aller souvent au même endroit parce que au sein du même billon, ça va faire partie des mêmes qualités. Ça oblige nos opérateurs, dans notre grande Syrie, à courir d'un point A à un point B
pour essayer de lisser les planches et essayer de faire fonctionner les équipements au fur et à mesure pour expédier ces planches dans les bons endroits. Aujourd'hui, avec ce projet, on sait qu'on est capable de détecter des planches, on sait qu'on est capable de les tracer avec des caméras toutes simples. Donc on a un projet qui consiste à mettre des caméras au-dessus de nos chaînes de convoyage pour détecter les planches, les tracer et faire accélérer ou ralentir les convoyeurs qui sont déjà aujourd'hui pilotés par des automates et des variateurs pour permettre aux opérateurs de travailler tranquillement. En fait, le but, c'est de faire la même chose mais sans courir. Plutôt que de courir d'un point A à un point B en usant tout le monde et en usant de l'énergie et les hommes, en fait, on se rend compte qu'on peut soit accélérer, soit ralentir, un peu comme un système de métro, c'est juste de la logistique. Et puis le dernier truc, c'est qu'on se rend compte que quand on démarre le matin l'ensemble des chaînes de production, on démarre tous les moteurs et 80% du temps, les moteurs tournent dans le vide. Parce que quand on scie un billon qui va à l'endroit B, tout ce qui est à l'endroit A, ça tourne dans le vide pour rien. Mais l'opérateur n'a pas le temps de venir l'éteindre et ne pourrait pas venir l'éteindre. Alors que si on a des caméras au-dessus qui détectent que la planche de toute façon n'ira pas là, on peut très bien mettre le régime moteur au minimum, sans forcément l'éteindre, mais pour réduire les consommations d'énergie, réduire les casses mécaniques, et ça nous permettrait aussi des fois de détecter des problèmes de convoyage. Parce que quand les planches se mettent de travers, c'est dangereux pour tout le monde, c'est dangereux pour les opérateurs, pour les machines, et on pourrait très bien mettre des sécurités juste avec des détections de planches faites par des GoPro en fait. Et donc on est en train de bosser dessus. C'est un Master 2 en data Scientist qui est en train de bosser dessus. Donc il refait des annotations avec des planches parce que l'environnement, la lumière change. Et puis en fonction du positionnement de la planche dans l'entreprise, il faut toujours détecter la même planche. Donc on est en train de travailler dessus. En vous écoutant, on voit qu'il y a de la passion. Vous étiez très porté sur l'IA ou technophile de manière générale Non, moi je suis forestier de cœur à la base. D'accord. Alors j'ai une formation aussi en maintenance, j'ai un BTS maintenance, mais j'ai aussi et surtout un BTS chef de produit forêt et bois. Donc je suis forestier de cœur à la base. Mais on aime le numérique aussi aujourd'hui parce que ça se fait de plus en plus. Et c'est plutôt la philosophie de l'entreprise qui nous a poussé à faire ça. On n'était pas forcément destiné à mettre en place de l'IA, mais c'est plus la recherche de la perfection sans trop travailler. Après coup. Après coup, oui, Après oui, coup. Mais en fait, on ne va pas révolutionner les choses, mais il y a des outils qui existent aujourd'hui qui nous permettent de travailler beaucoup plus confortablement en respectant l'emploi, en respectant les machines et en consommant moins d'énergie. Voilà. Quel dernier conseil vous auriez envie de donner à nos amis avant de se quitter là ce soir, l'un et l'autre? Concernant l'IA, je pense qu'il y a énormément d'applications qui peuvent être mises en place très simplement. En fait, hein. Si chacun a un projet industriel, ça peut se faire. Si on le fait dans une scierie agricole, on peut en mettre partout. Après, il faut s'entourer des bonnes personnes. On a eu de la chance de rencontrer les gens du CEA. Aujourd'hui, il y a des data scientists qui sont disponibles. On a reçu je ne sais pas combien de CV avec des gens qui sont très compétents. En fait, on se rend compte qu'en France, il y a des jeunes ingénieurs et des masters qui sont très compétents sur le sujet et qui cherchent aussi des projets industriels pour avancer sur certains projets. Donc je pense que libre à chacun d'avoir des idées et puis d'y réfléchir, mais tout peut se faire en fait, tant que c'est réfléchi et que c'est simplement fait. Étienne, peut-être un dernier message à nos amis? Oui, le message, c'est faites-vous accompagner. Allez chercher la CCI comme ce qu'a fait la série de David. Allez chercher la région. Allez chercher Grand Est Développement. Allez chercher de la ressource où il y en a. Allez, je vais être assez pragmatique, quoi. Vous payez des impôts, utilisez les impôts que vous payez avec les ressources qui sont mises à notre disposition. Seul, on ne peut pas y arriver, sauf si on est un grand groupe. Voilà, parce qu'un grand groupe, il a la taille suffisante. Quand on est une TPE, quand on est une PME, une ETI, c'est déjà limite. C'est compliqué de le faire tout seul. Quand vous êtes en groupe, vous avez la stimulation, vous avez l'accès au réseau. Le CEA, typiquement... bonjour, je m'appelle Cyril Tarteret, je viens voir le CEA. Bon, on repart d'où on vient, quoi. On va même pas dire bonjour, on vient même pas toquer à la porte. Donc là, on va être accompagné. Donc il y a des pôles de développement, il y a des ressources qui sont là. Moi, je ne peux que vous conseiller de vous faire accompagner avec ces ressources. Très très bien. Merci à tous les deux. On peut les applaudir bien fort. Merci encore.